Aujourd'hui, ChatGPT est utilisé par Donald Trump pour faire la guerre à l'Iran. D'un autre côté, on a des Indiens d'Amérique qui essayent de sauver la forêt amazonienne grâce à des drones en IA. D'un côté, on a ChatGPT qui consomme plus de 100 000 litres d'eau par minute. Et de l'autre, on a DeepMind, l'IA de Google, qui leur fait économiser leur facture d'énergie de 15%, juste en optimisant leur consommation. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Alors, quelles questions il faudrait se poser ? Est-ce qu'il faudrait arrêter l'IA? Il faudrait arrêter de l'utiliser? Est-ce qu'il faut la limiter et lui mettre des normes? Mais dans ce cas-là, comment ne pas le faire de la mauvaise manière? Comment ne pas empirer les choses? Parce que si on le fait, est-ce qu'on ne se mettrait pas dans de beaux draps par rapport à tous les autres pays qui investissent à fond dedans? Qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à ces questions, mais par contre, on va s'en poser une autre. Pourquoi est-ce que c'est si vital de se poser les bonnes questions quant à ces sujets civilisationnels aujourd'hui? Et en quoi est-ce que l'école a tout fait pour nous empêcher de se poser des questions? Bienvenue dans le 5e opus de la série des 7 péchés capitaux de l'école. Des chercheurs de Harvard ont trouvé que les enfants, quand ils posent des milliards de questions à base de pourquoi ci et pourquoi ça, pourquoi le ciel est bleu, etc., pourquoi les feuilles tombent, et en fait ils ont vu que c'était pas juste un mythe, c'est une réalité. Les enfants posent en moyenne 30 questions par jour. Ça fait une question toutes les demi-heures. Imaginez si nous, adultes, on posait autant de questions par jour. Nos journées de travail au bureau ressembleraient à quoi? Bon, je vous rassure, ça ne va pas arriver parce que il y a une explication biologique à ça. Le cerveau des gosses est fait pour qu'ils se posent le plus de questions possible. Ils ont vraiment beaucoup de synapses, genre vraiment beaucoup plus que nous. Ils en ont 3 fois plus. Les synapses, c'est les liens entre les neurones. C'est ce qui fait qu'ils peuvent penser à des choses et faire des liens entre des trucs qui sont très éloignés, que nous, on n'aurait pas pu faire. C'est ce qui fait qu'ils se posent des questions, à vrai dire. Et leurs questions sont souvent très troublantes pour nous. On se les aurait jamais posées. Mais le problème, c'est que ces chercheurs de Harvard, ils découvrent quelque chose d'encore plus choquant. C'est qu'à l'âge de 7 ans, les enfants qui sont allés à l'école traditionnelle, classique, eh bien, ils ont arrêté d'un coup de poser des questions. Leur capacité de questionnement a chuté de manière assez brutale. Alors que leurs camarades qui n'avaient pas encore été exposés à ces environnements scolaires, avec des programmes et des matières, eh bien, eux continuaient à poser des questions jusque très tard, et à en poser beaucoup. Et à votre avis, quelles sont les explications de cette chute brutale? Pourquoi est-ce qu'on arrête de se poser des questions quand on va à l'école? Eh bien, tout simplement parce que l'école n'est pas un lieu qui est fait pour qu'on pose des questions. Déjà à cause des programmes et des matières. Quand un enfant, quand un jeune élève se pose des questions à l'âge de 7-8 ans, quand cet élève se pose une question, eh bien, le prof qui est en face de lui, il ne peut pas trop y répondre. C'est pas parce qu'il n'a pas la réponse, mais plus parce qu'il n'a pas le temps. Ça pourrait être le prof le plus bienveillant du monde, ça ne changera rien au fait que le système dans lequel il est n'est pas basé sur l'élève, mais il est centré sur le programme qu'il doit suivre. Donc je ne tape pas sur les profs, je pense qu'ils sont les deuxièmes victimes de ce système. Et à vrai dire, je ne tape pas non plus sur les matières. Le problème, c'est pas les matières non plus, c'est le fait qu'un cours soit réservé à une seule et même discipline, que chaque cours est fait pour une seule matière. Surtout pour le plus jeune âge, quoi. Les enfants, s'ils se posent autant de questions, c'est que c'est des multidisciplinaires par nature. Et donc si très tôt on les limite dans ce genre d'environnement, ça peut expliquer la raison de cette chute-là. La deuxième raison, c'est une raison de posture. Quand on pose une question, on adopte une posture de « je ne sais pas ». Quand on questionne, on admet notre ignorance. Dans la vraie vie, ça c'est magnifique, parce que admettre qu'on ignore, c'est le début de l'apprentissage. C'est une opportunité d'explorer le monde et de demander le savoir. Et d'ailleurs, en arabe, le mot étudiant, le mot élève, se dit talib, qui veut dire demandeur, celui qui demande le savoir. Donc dans la vraie vie, se questionner, c'est ne pas savoir, et ne pas savoir, c'est positif. Or, à l'école, poser une question, c'est admettre qu'on ne sait pas. Mais à l'école, ne pas savoir, c'est une honte. Et cette honte déclenche la peur du ridicule et la peur du jugement des autres. Donc encore une fois, pas si choquant que ça, qu'à l'école, on arrête d'avoir envie de se poser des questions. Alors tout ça, ça va avoir des conséquences assez graves sur les enfants, mais c'est pas le pire, parce que au pire, les enfants, ils sont désintéressés de l'école, ça va, mais le pire, c'est quand ils sont désintéressés de l'apprentissage. Parce qu'ensuite, des enfants qui sont désintéressés de l'apprentissage, ça fait des adultes
qui ne se questionnent plus. Et des adultes qui ne se questionnent plus, ça fait un monde dans lequel un tel changement de civilisation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec l'explosion de la technologie et le développement de l'intelligence artificielle, eh bien, ne plus se questionner, ça devient tout aussi dangereux. Si collectivement, on est habitué à ne pas se poser des questions et à ne pas formuler les bonnes interrogations quant aux problèmes que l'on fait face, eh bien, on risque difficilement de trouver des solutions à nos problèmes. L'art de poser des bonnes questions au bon moment, c'est aussi l'ingrédient de la créativité et de la résolution de problèmes, pour la pensée latérale, qu'on a vu dans cette vidéo-là. Mais il y a un espoir à tout ça. Parce que si adulte, on a perdu cette capacité, eh bien adulte, on peut aussi à nouveau la redévelopper. Et on va voir comment. La première des choses assez simples que l'on peut faire tous dans son quotidien, c'est travailler sur son identité et s'auto-persuader que l'on est quelqu'un qui se pose de nouvelles questions tous les jours. Comment on peut faire ça? Eh bien, dans nos conversations avec les gens, avec nos proches, avec nos amis, avec des inconnus. On peut pratiquer ce que l'on appelle la curiosité authentique. C'est l'entraînement. À chaque fois, se demander qu'est-ce qui m'intéresse de savoir chez cette personne. Si je m'ennuie et que je m'emmerde, je ne vais pas céder à la résignation de l'emmerdement, mais je vais me poser la question, je vais me forcer à me dire qu'est-ce qu'il m'intéresse de savoir dans cette situation. Comment est-ce que je pourrais rendre cette conversation plus passionnante et plus intéressante pour moi? Même si ce qu'on est en train de dire, ça m'ennuie profondément, comment est-ce que ce qu'on dit peut me faire penser à quelque chose qui, moi, me parle, qui, moi, résonne avec ce que je pense et qui je suis. Donc voilà, la première des choses, c'est s'entraîner tous les jours à pratiquer la curiosité authentique. La deuxième chose, pour se libérer de ce 5e péché de l'école, qui nous fait ne plus nous poser aucune question aujourd'hui, c'est de s'entraîner à la formulation. Parce qu'il a été largement démontré aujourd'hui que la manière avec laquelle on pense est directement liée à la manière dont on formule nos pensées. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on s'entraîne à verbalement formuler dans la langue qui nous intéresse les questions que l'on veut se poser, eh bien on va littéralement s'entraîner à mieux penser, à penser différemment. Et pour ça, le seul moyen de le faire, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un seul, c'est de s'entraîner à le faire à l'écrit, c'est de se poser et d'écrire sur un sujet qui nous tient à cœur les questions qui nous viennent. Au début, ça peut être des idées qui nous parviennent. Eh bien, on va s'entraîner à formuler, à changer ces pensées en phrases interrogatives. C'est comme un peu un exercice de français. C'est d'ailleurs un des exercices que j'aurais rêvé avoir à l'école. Mais donc, vous allez vous poser, vous allez écrire. Vous allez écrire toutes les questions qui vous viennent. Et pour chaque question, vous allez repasser dessus, vous allez la relire et vous allez essayer de vous évaluer. Cette fois-ci, vous allez vous donner une note, mais c'est vous qui vous donnez la note. Rappelez-vous, pour sortir de l'addiction de la note, c'est important de remettre à l'intérieur de soi la source de récompense, la source de jugement. Et donc vous allez vous noter vous-même. Vous allez écrire cette question et vous allez vous noter de 0 à 10 pour évaluer à quel point vous pouvez l'améliorer. Ensuite, vous allez la reformuler et vous évaluer à nouveau pour vraiment trouver la question qui vous parle le plus. Par exemple, les questions qu'on s'est posées au tout début sur l'IA, sur l'intelligence artificielle et notre rapport à elle, on s'était demandé si il fallait arrêter d'utiliser l'IA personnellement, individuellement, parce que ça consomme trop d'énergie, trop d'eau, etc. Et est-ce qu'il fallait du coup mettre des normes et la limiter collectivement? Eh bien personnellement, si je devais noter ces questions, je leur mettrais un 4 sur 10. Parce que si je devais reformuler une question à ce sujet, je me poserais plutôt quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle? Ou alors, quels sont les outils qui nous permettent d'axer notre économie aujourd'hui et nos projets entrepreneuriaux sur la régénération et non sur la simple extraction? Ou alors, comment utiliser ces outils dans mon quotidien pour apprendre et pouvoir augmenter mon champ d'action? Alors je ferai une vidéo dédiée aux questions qu'on se pose sur l'IA et sur ces sujets-là, sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour apprendre et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser justement pour continuer d'apprendre. Mais déjà ces questions sonnent un petit peu mieux. Tout ça parce que c'est à l'écrit que l'entraînement se passe. Alors à ce sujet, j'ai résumé un livre très pratique et très puissant qui révèle 12 exercices que l'on peut faire par soi-même pour s'entraîner à questionner. C'est le livre de Frédéric Fallis, c'est un Français, c'est le fondateur de la questiologie, l'art de poser de bonnes questions au bon moment. Un livre magnifique, je vous mets le résumé en lien si vous voulez aller plus loin. Donc voilà les amis, on vit dans un monde dans lequel on ne se pose plus de questions, mais dans lequel il est plus que jamais important de s'en poser, mais pas uniquement. De s'interroger pour rester maître de sa pensée, s'interroger pour résoudre les problèmes de notre vie,
et s'interroger pour continuer éternellement d'apprendre. Parce que si le savoir est une arme, alors apprendre est un art martial. Et savoir poser des questions est le maître. À demain pour la suite des événements.